Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, dernier podcast de la saison régulière 2024, puisque voilà, nous avons couvert les 18 semaines de cette saison régulière. C'est terminé pour la saison régulière, mais rassurez-vous, les playoffs commencent dès la semaine prochaine. On vous parlera de tout le dispositif de TFA dans le courant de la semaine. Pour débriefer avec moi les dernières places qui se sont attribuées dans cette soirée de samedi et de dimanche, j'ai mon fidèle acolyte qui ne fera pas les playoffs. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir. Enfin, tu feras pas les playoffs avec ton équipe. Pardon, voilà, mon équipe ne fera pas les playoffs. Moi, mais toi, tu seras là. Oui, je serai là. Je vais pas faire les playoffs non plus. Je suis pas fou. Hein. Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, 18 semaines. Ça a été long pour certains. Plus encore pour d'autres, je donnerai pas de nom, mais il s'est quand même passé des choses. Ça n'a pas été une journée sans enjeu. On va débriefer un petit peu tout ça et puis on va entrer enfin dans ce dernier virage des playoffs, le moment où on sépare les hommes, les vrais, ceux qui ont du poil, des petits garçons et des faiblards. Voilà. Tout à fait. En parlant de faiblards, mon Yaya, salut Yaya, comment ça va? Mais Arthur est pas là. Non, moi ça va très bien, Bah, tu vois, j'ai réussi à survivre à cette longue saison remplie de défaites. Voilà. Voilà. Tu finis avec 3 victoires, c'est pas mal. Déjà, bien. Tu vois. Alors, si on cumule les victoires des Saints, des Giants et des 49ers, je sais même pas si on arrive à 18. Je pense pas. Non, on n'arrive même pas à 18. C'est voilà. Bon, on n'arrive même pas aux Chiefs. Bon, c'est pas mal. Bon, le seul qualifié de ce podcast, vous allez en entendre parler, hein, parce que pendant à peu près 30 minutes, vous allez entendre le débriefing de son match qui pourtant a été sans doute le plus mauvais de cette week 18. C'est mon Vince. Salut Vince, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va parfaitement bien, Flav, même si effectivement, je le reconnais que c'est un ouf de soulagement, mais aussi une certaine déception parce que le match d'hier, il n'était pas. On va en débriefer, mais il n'était pas méritant. Il n'était pas beau, clairement pas beau. C'est pas de la faute des Broncos. C'est pas du tout la faute des Broncos. Les Broncos ont joué leur match, mais alors pour moi, c'est une honte d'avoir un tel niveau à ce niveau, enfin, de tronquer la fin de saison. Voilà, donc. Assez déçu sur le match, mais on en reparlera. Nous y reviendrons. On va commencer. Donc, il y avait 4 spots principaux à attribuer dans cette dernière semaine de compétition. Il fallait aller trouver le vainqueur de l'AFC Nord. Il fallait attribuer la dernière place en wildcard en AFC aussi entre les Broncos, les Bengals et les Dolphins. Côté NFC, le vainqueur de la NFC Sud et le vainqueur de la NFC tout court, et de la NFC Nord, puisque la grande finale de la NFC Nord concluait cette dernière semaine de compétition. Et nous, on va commencer par ce choc-là entre les Lions de Détroit et les Vikings de Minnesota. On s'attendait à un match disputé, on s'attendait à possiblement un vrai duel entre les deux équipes. Finalement, Seb, ça a plutôt tourné court. Souvenez-vous, il y a moins d'une semaine de ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un festival offensif, ça va être serré parce que la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, ils se sont flonnés comme pas permis. Que nenni. C'est là qu'on reconnaît les spécialistes. Ah voilà, c'est là que on nous appelle pas des experts pour rien hein, quand même. Je veux dire qu'on s'est surpassé sur ce coup-là. On partait sur des bases d'un match très défensif justement. Donc déjà quelque chose de complètement inattendu puisque le score à la mi-temps il était particulièrement étriqué. Il était de 10-6 pour Détroit. Donc on avait prédit un match serré, mais on ne s'attendait pas à une telle physionomie de rencontre. Et ça a complètement explosé, notamment après le 3e quart-temps. Et on se retrouve avec ce score final considérable de 31-9, qui est particulièrement lourd pour nos amis du Minnesota. Et puis la vraie surprise, moi je trouve, elle est venue de la défense de Détroit qui a semblé revitalisée par le retour d'Alex Anzalone qui réalise 3 plaquages, 4 assists et une passe déviée à lui tout seul. Ils ont limité les Vikings à 262 yards au total. Ils ont mis Sam Darnold sous pression, mais toute la soirée, il a été pressuré sur quasiment la moitié de ses passes et c'était vraiment une pression qui lui arrivait pas
sur le côté, mais en pleine face. Et puis, une autre performance pour cette défense, c'est Justin Jefferson, limité à 54 yards. Je crois que c'est la deuxième plus mauvaise performance de sa carrière, et 0 yards pour Jordan Addison. Si on ajoute là-dessus que l'attaque, elle s'est montrée à sa hauteur habituelle, notamment avec Jahmyr Gibbs, qui réalise 139 yards en 23 courses, 3 touchdowns au sol, et qui en a rajouté un sur réception. Il a tout marqué. Hein, il a tout marqué, exactement. C'est lui qui a marqué tous les points de son attaque. Tous les touchdowns. Parce qu'il y a tous les touchdowns, autant pour moi, parce qu'il y a, en effet, il y a des field goals, mais c'est lui qui a marqué tous les touchdowns. Et puis, on a eu la marque de fabrique de Détroit, c'est ses conversions de 4e down. Alors, seulement 2 sur 4, mais celles qui sont converties, elles sont cruciales. Il y a une 4e et 5 convertie en premier quart-temps, et qui amène un touchdown un jeu plus tard. Et puis, il y a une 4e et 2 sur les 10 yards de Minnesota en 3e quarter, et qui est convertie en touchdown par Gibbs, et ça va lancer une série de 21 points consécutifs marqués par Détroit. On avait des doutes sur cette défense qu'on a dit ravagée par les blessures, et effectivement elle l'est, mais elle a su se montrer à la hauteur de l'enjeu hier soir. Je donne rapidement les stats des deux quarterbacks dans cette partie. Sam Darnold à 18 sur 41, 166 yards, aucun touchdown, aucune interception. Jared Goff, 27 sur 33, 231 yards, un touchdown, 2 interceptions. Beau pourcentage de complétion, mais quand même plus d'interceptions que de touchdowns lancés. Yaya, est-ce que c'est pas finalement l'une des marques de fabrique de ces Lions cette année, c'est de savoir gagner, même quand Jared Goff fait pas forcément un match exceptionnel. Il y a toujours quelque chose pour leur sauver la mise. Et là, dans le costume du super-héros hier, c'était Jahmyr Gibbs. C'est une équipe qui est run first, j'ai envie de te dire. Donc, du coup, ils restent fidèles à leur identité. On pilonne au sol, même si Montgomery est blessé. C'est une équipe qui est basée avant tout sur le jeu de course. Donc, j'ai envie de te dire, rien de nouveau sous le soleil. Et puis, on sait que Nathalie... Le soleil de Détroit. Oui, tout à fait. Et, ou dans le dôme de Détroit. Mais en tout cas, c'est toujours ça. C'est toujours pareil. Donc, quand Jared Goff est un peu moins bien, on retourne sur les fondamentaux, le jeu de course, et encore le jeu de course. Et puis, ça finit par passer, puisque ça crée des brèches dans le backfield, au final. Vince, Seb l'a dit, une très bonne performance offensive, mais surtout, et c'est peut-être le plus surprenant, une excellente performance défensive compte tenu des absences. Seb a parlé d'Alexandre Zalone qui est revenu au jeu. Il y aura d'autres retours pendant les playoffs, notamment grâce à la semaine de repos que viennent de s'offrir les Lions. Avec une défense peut-être pas au complet, parce qu'on sait que par exemple Hutchinson ne reviendrait que très tardivement dans les playoffs s'il peut revenir. Mais avec une défense qui retrouve des armes et cette attaque-là, on est quand même pas loin de se dire que les Lions sont presque les vrais favoris de cette saison. Alors, on va pas brûler les étapes, mais le match d'hier est déjà quand même effectivement une sorte de grosse dispositions qu'ils ont pris pour vis-à-vis de leur adversaire. Effectivement, la défense a été très très forte, et Seb l'a bien dit, le pass rush a été vraiment monstrueux. J'ai trouvé les appels de jeu vraiment variés, divers. Il y a eu beaucoup de blitz dans un deuxième temps envoyé, et qui a beaucoup perturbé la ligne offensive des Vikings. Je pense que ça a été clairement travaillé, puisque ça a été très très bien exécuté. Beaucoup de tracés aussi où le nose tackle et le defensive tackle se croisent en fait, plutôt que d'aller droit sur les joueurs. Donc ça a vraiment perturbé cette ligne, et ça a permis d'avoir beaucoup de pression sur Sam Darnold, qui n'a envoyé effectivement que 18 sur 41. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de complétion, il y a eu beaucoup de drops aussi, il faut le dire, mais la pression qu'on a mis sur Sam Darnold, clairement, il a joué beaucoup là-dessus. La prise en main de la défense de Détroit, c'est quand même une surprise dans ce match-là. Détroit en avait vraiment besoin de cette semaine de repos. Je pense qu'ils en avaient beaucoup plus besoin que les Vikings, même si les Vikings l'auraient bien pris avec forcément. Mais
Vu les blessures, je pense que Détroit avait à cœur de finir bien cette saison et de finir vraiment correctement à la maison. Les Vikings, eux, malheureusement, ne s'offrent pas la semaine de repos. Ils vont aller faire un match de play-off chez les Rams, il me semble. À Los Angeles, qui va pas être non plus si facile que ça, à leur portée, mais pas si facile que ça. Donc, à voir. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit et comme Seb l'a très bien dit, la défense a été au-dessus de tout et c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant pour ces Lions. À noter, juste pour moi, c'est important de noter ça, les 2 interceptions de Jared Goff sont quand même très dommageables. Il loupe que 6 passes dans le match, et sur les 6 passes, il y a 2 interceptions, donc c'est quand même dommage. Ça me dénote quand même une prise de risque de la part des Lions. La NFL qui a été gentil dans sa programmation puisqu'ils ont placé les Vikings en dernier match des wildcards, donc ils ont un petit peu plus de repos comme ils ont joué en dernier, ils auront le droit du repos quand même, nos amis des Vikings, avant de se déplacer. Du côté de Los Angeles, est-ce que cette performance des Vikings avec seulement 9 points marqués, aucun touchdown, juste des field goals, est-ce que c'est assez inquiétant? Est-ce que finalement, les Vikings, ils n'ont pas atteint le plafond de verre qu'on leur promettait depuis si longtemps dans cette saison? Tu sais, sur ces derniers matchs de saison régulière, je me demande s'ils n'avaient pas déjà arrivé à une finale pour le first seed. Déjà, c'est inespéré pour eux. Ah bah clairement. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas cachés quelques jeux, malgré tout, quelques stratégies pour plus tard, en se disant, on va aller en wildcard et on va aller taper tout le monde en wildcard. Et du coup, même si on laisse les titulaires, on ne sort pas tous les jeux et on cache 2-3 choses. J'aurais été d'accord avec toi, Yaya, je suis désolé de te couper, j'aurais été d'accord avec toi, mais comme l'a dit Seb, à la mi-temps, il n'y a que 10-6, donc le match, il est prenable. Et je pense qu'ils n'auraient pas badé une semaine de plus de repos. Donc, je suis assez d'accord avec toi dans l'analyse, et en avant-match, c'est ce que je pensais. Maintenant, à 10-6 à la mi-temps, je me demande s'ils ne mettent pas tout en œuvre pour essayer de l'emporter quand même. Ouais, mais tu vois, il y a Hackers, il a que 6 portées de balles, quoi, tu vois. Ah oui, il fait très bon match. Il fait 6 portées, mais 65 yards, mais que 6 portées. Il y a un truc, tu vois, moi, ça me... Oui, parce qu'en moyenne, il a plus de 10 yards. Hein. C'est énorme. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Donc, pourquoi tu continues pas, tu vois? Surtout quand tu as un QB qui lance à 18 sur 41. Tu vois, moi c'est ce truc qui me... Ça te titille. Ouais. Ça te chafouine. Oui. Et alors, on sait qu'ils n'étaient pas programmés pour être aussi haut. Alors, faut quand même rappeler que la première journée de la saison régulière, les Vikings jouent contre les Giants. Oui. Dans ce match-là, les Giants sont favoris. Hein. On rappelle qu'en tout début de saison, les Vikings étaient programmés pour jouer le bottom 5 de la ligue, hein, normalement. Oui, parce qu'au départ, ça devait être, comment il s'appelle, J.J. McCarthy. J.J. McCarthy qui se blesse, c'est Sam Darnold qui devait être un backup qui prend la place, et voilà. En tout cas, tout s'est bien goupillé et on espère pour les Vikings que ça ira le plus long possible. Oui, tout à fait. Alors, Sam Darnold, je pense que va jouer très gros sur le match de wildcard. Oui. Alors, si il se plante, comme il s'est planté, entre guillemets planté là, ça va enlever des zéros sur son... peut-être pas des zéros, mais... des possibilités de contre en tout cas. Il y a des rumeurs qui font état comme quoi les Vikings pourraient taguer Sam Darnold pour l'an prochain et éventuellement échanger J.J. McCarthy. Alors ça, j'ai du mal à y croire, mais enfin bon, après tout, pourquoi pas, hein, ça va savoir. Mais bon, c'est quand même prendre un gros risque sur Sam Darnold qui a fait une très bonne saison, ça on lui enlèvera pas. Mais imaginons, ça nous fait, je veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais une Daniel Jones avec l'année suivante une régression. Tu as quand même sacrifié ton quarterback d'avenir pour une bonne saison, quoi. Ça me paraît un peu... et puis le tag sur un quarterback, il va être cher. Oui, mais tu as une saison pour voir.
Voilà, et du coup, il se donne une saison pour voir, mais je vois pas le tag plus McCarthy échanger, ça me paraît... Non, mais tu paraît- peux le taguer et garder McCarthy en couveuse. Bien sûr. Ça, par contre, c'est tout à fait logique. C'est tout à Mais fait après, possible. je pense que tout va dépendre Du du match de playoff. Oui, quelque part, le tag serait plutôt une bonne chose pour Darnold aussi, parce que ça lui permet, s'il fait une deuxième grosse saison, de pouvoir prétendre l'année suivante à un beau contrat dans une autre franchise aussi. Donc, Tu sais qu'il y a un ancien quarterback de Minnesota qui avait été tagué 2 fois aussi, fut un temps. Mais comme il est gentil, il a été tagué 2 fois. non, on va pas. Tiens, si, passe décisive vers les Falcons d'Atlanta. Comme ça, c'est fait. Hop, voilà, magnifique. Et là, c'était pas le quarterback gentil qui était sur le terrain, c'était l'autre. Bref, nous y reviendrons dans quelques instants. Avant, parlons de ceux qui se sont qualifiés, les Buccaneers de Tampa Bay. Un match. Vince, compliqué pour les Buccaneers. Tout le monde s'attendait à ce que ça déroule plutôt facilement. Les voilà menés de 10 points à la mi-temps, 16-6 par une équipe des Saints qui a joué le jeu. Non, et qui... des Panthers. Non, je parle des Buccaneers. Excuse-nous. Vous êtes avec nous? Bonjour. Il y a un message sur le répondeur. Donc, je disais, par une équipe des Saints qui menait donc 16-6. Excuse-moi d'avoir suivi le match, moi. Qui a marqué sur ces 3 drives offensifs, les 3 premiers drives de la première mi-temps, qui a confisqué le ballon, 20 minutes de possession sur la première mi-temps pour les Saints, et les Buccaneers qui ont dû réagir et s'employer pour aller chercher cette victoire. Tout ça à domicile chez les Buccaneers en Floride. Ça a été vraiment compliqué. J'ai l'impression, moi l'impression que j'en avais, c'est qu'ils étaient un peu tétanisés par l'enjeu, qu'ils ne savaient pas vraiment à faire ce match. C'était assez incompréhensible, je trouve, ce début de match où les Saints, étaient dans une réussite folle, il faut bien le dire aussi. J'avais l'impression qu'ils réussissaient tout ce qu'ils voulaient ou tout ce qu'ils entreprenaient en tout cas. Est-ce que le match avait été mal préparé ou est-ce que les joueurs avaient été mal préparés du côté des Buccaneers? Je ne saurais pas trop le dire. Toujours est-il qu'effectivement, la deuxième mi-temps est beaucoup plus rassurante que la première, puisqu'ils finissent avec un cinglant 21-3 quand même, qui est à noter. Du côté des stats de manière générale, Tampa Bay finit avec 395 yards, donc ils sont juste en dessous des 400 yards, quand New Orleans en a 292. C'est une belle production offensive de la part des Saints également, mais c'est effectivement là-dessus que je voulais insister, c'est la défense des Tampa Bay Buccaneers qui pour moi a été vraiment un peu en dessous, avec beaucoup de laxisme, des impacts pas vraiment francs. Ils ont manqué beaucoup de plaquages, ils ont laissé passer beaucoup de choses, et ça a permis aux Saints de prendre confiance et de développer leur jeu. Ils ont joué crânement leur chance, ils ont joué leur chance à fond. C'était agréable à voir comparé à d'autres matchs. Et oui, je pense que les Bucks ont eu très peur à certains moments. On a senti même la foule dans le stade assez crispé et vraiment être libéré sur le premier touchdown de la deuxième mi-temps, où là on s'est dit, bon, le match il est en train de basculer et les Saints sont vraiment lâché pied. Je pense que physiquement, ils n'en pouvaient plus. On a eu un Baker Mayfield, Seb, qui a été intéressant surtout. Alors là, on va parler de la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, comme toute l'équipe des Buccaneers, il a eu du mal à se mettre en route. Mais sur la deuxième mi-temps, il n'a pas hésité à utiliser ses jambes quand il fallait. C'est quand même 68 yards à la course pour Baker Mayfield, qui n'est pas le quarterback le plus mobile de toute la NFL. Il n'a pas hésité à utiliser ses jambes et surtout, il a réussi des passes capitales. Je pense à cette passe sur 4e et 7 ou 4e et 8 sur Jalen McMillan, juste avant justement le touchdown de McMillan. Absolument. C'est l'esprit vraiment de compétiteur de Baker Mayfield qu'on a vu se réveiller, en particulier à partir du milieu de troisième quart-temps. Il prend notamment une course plein centre où il gagne pas loin de 30 yards, je crois. Enfin, on a même vu des jeux qui étaient clairement des scrambles designés
pour lui. Et comme tu le dis, c'est pas exactement un quarterback dual threat, Baker Mayfield. C'est particulièrement surprenant, mais peut-être qu'il fallait ça pour que ça fonctionne et que ça se réveille du côté de Tampa Bay. Il y a 2 drives qui ont tout changé. Tout d'abord, celui de 12 jeux pour 82 yards qui se termine avec ce touchdown de Macmillan. Et puis, il y a eu un autre drive, le drive suivant, en nouveau 12 jeux, 94 yards, qui a marqué le dernier touchdown de Tampa et qui leur a permis de se mettre à l'abri. Et effectivement, alors je ne sais pas si la performance est inquiétante à la veille de ces playoffs. On connaît la tendance à l'irrégularité de Tampa. Je vous rappelle quand même que avant leur bye week, ils ont eu une espèce de trou d'air de 4 défaites consécutives, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça. Peut-être qu'ils ont un petit peu aussi payé la débauche d'énergie que leur a demandé le fait de se sortir de ce trou, parce que derrière ces 4 défaites consécutives, mais il y a 4 victoires consécutives. Et puis il y a eu ce faux pas contre les Cowboys qui se termine 26-24, où ça ne passe pas loin. Bref, ça soulève pas mal de questions. Est-ce que Tampa est l'équipe alors je vais pas dire la plus faible parce qu'on est au playoff, mais la moins forte de ces 7 qualifiés? C'est possible. Par contre, est-ce qu'ils peuvent réaliser un gros coup en wildcard? C'est tout aussi possible quand on a vu la physionomie du match. C'est une équipe qui semble vraiment capable de tout. Évidemment, mon cher Yaya, on va pas pouvoir parler des Buccaneers ce jour sans pouvoir évoquer Mike Evans, puisque Mike Evans a réussi ce que personne n'avait réussi dans l'histoire de la NFL, à savoir 11 premières saisons en NFL avec au moins 1 milliard en réception. On rappelle que quelqu'un, mon cher Seb, a déjà réussi 11 saisons à la suite, mais la première saison, il avait fait 927 yards, Jerry Rice. Donc, c'est les 11 premières saisons où Mike Evans est le seul. On a eu ce choix qui a été fait en toute fin de match. Mike Evans était à 80 yards. Il restait 30 secondes à jouer. Ils auraient très bien pu mettre le genou au sol pour éviter de risquer l'interception. Parce qu'on sait jamais. S'il y a une interception et conversion à 2 points, ça fait match nul. Ils peuvent perdre les playoffs là-dessus. Bon, tous les Saints savaient très bien qu'ils allaient passer le ballon à Mike Evans. Je pense que ça a fait de surprise pour personne. Donc voilà, ils ont fait une petite passe, je crois, de 7 yards. Et Mike Evans passe à 1002 yards dans cette saison. Une performance quand même pour Mike Evans, encore une fois exceptionnelle. Oui, encore une fois, Mike Evans, un des receveurs les plus sous-cotés de la ligue. C'est un sacré bonhomme. Alors, en plus... Maintenant, il n'y a plus son grand copain Marshawn Lattimore. Il va le retrouver, hein. Ouais. En playoff. Ah, je prédis des retrouvailles chaleureuses entre les deux. Ça va être beau. 2 fois par an, il faut qu'ils se tapent dessus 2 fois par an quand même. Ils se retrouvent en playoff quand ils sont pas dans la même div. Voilà. C'est bon. Voilà. Non, je pense que oui, c'était la bonne décision pour plusieurs choses. Premièrement, c'est pour le vestiaire. Baker Mayfield, t'as vu, je pense que même Todd Bowles, le coach, lui aurait dit tu mets le genou à terre, il aurait dit non, il va avoir le record, c'est mon gars, j'ai re-signé, j'ai mis la pression pour que vous le re-signiez avant que je re-signe. Quand tu vois tout le banc des Buccaneers se lever quand il a eu la réception. Des images complètement dingues de sa dernière réception. Tu vois, c'est tout le stade, tous les joueurs sur place et tout le banc de touche qui se lève en même temps. Quoi. Ouais, et ben en fait, tu vois, moi je trouve ça génial. Donc, et c'est vraiment un truc d'équipe. Et je pense que tu vois, ça peut avoir une influence sur la semaine prochaine. Non, mais imaginez juste l'inverse. À savoir, le coach décide de mettre le genou au sol et Baker Mayfield le fait. Mais c'est pareil, l'ambiance elle est dégueulasse derrière dans l'équipe. Que je veux dire, tu as la possibilité d'offrir ça à un gars, forcément tu le fais. C'est pas, enfin là on l'a dit, c'est un record. Je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra être battu ce record-là, mais c'est quand même exceptionnel. Donc oui, il fallait le faire.
Surtout que bon, là, il tente pas. Enfin, faut rappeler le contexte. Hein, il restait 39 secondes dans le match. Il tente pas non plus une 4e tentative. Tu vois, il est en première et 10. Et puis ils savent que même s'ils perdent derrière, c'est pas grave, ils sont qualifiés. Ça, il le savait pas à ce moment-là. Si. Non, il y avait. Il y avait égalité entre Atlanta et Carolina. Il y avait encore égalité à ce moment-là. Bien sûr. La prolongation n'était pas jouée. Ah non, ils peuvent tout perdre. Hein. Ils peuvent tout perdre sur cette décision-là. Mais voilà. Et vous avez trouvé la défense des Saints extrêmement agressive sur non. Evans, non, même les Saints ils l'ont laissé. Hein. Je les ai pas trouvés. Bon, ils l'ont plaqué au bout de 7 yards, mais tu sentais qu'il n'y avait pas une envie diabolique d'intercepter non plus. Hein, je veux pas dire, mais bon, parce que bon, quand on a vu Baker Mayfield prendre le snap, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il allait faire la paille. C'est Mike Evans. Hein, bon, je pense qu'on avait tous compris. Hein. Et les Saints normalement sont pas plus bêtes que la moyenne, donc ils avaient compris aussi. Donc voilà. En tout cas, bravo à Mike Evans pour cette 11e saison. À plus de milliard, en attendant peut-être la 12e la saison prochaine, ce qui serait là, pour le coup, un record unique, puisque Jerry Rice s'était arrêté à 11, il avait été blessé lors de sa 12e saison, enfin sa 13e du coup. Il avait joué relativement peu de matchs, j'ai plus la stat en tête, mais assez peu de matchs. D'ailleurs, Mike Evans, qui a été blessé aussi, hein, lui, pendant cette saison 2024, il fait ce record-là avec 13 ou 14 matchs joués, hein, donc ce qui est quand même... Et pour finir sur ce record, Rice détient toujours le record, par contre, du nombre de saisons à plus de milliards cumulés, pas consécutifs, mais avec 14, je crois, de mémoire. En même temps, si on arrive à faire les records de Jerry Rice, je pense, mon cher Seb, qu'on en a pour un podcast entier, voire peut-être pour une semaine. On peut faire un podcast sur ce sujet, il n'y a pas de problème. Dans l'archéologie de TFA, un podcast archéologie. Voilà, archéologie, les records de Jerry Rice, pas de problème, les gars, je suis chaud. Ce sera très bien. Puis après, on en fera un spécial Eli Manning pour faire plaisir à Yaya en parlant d'archéologie. En tout cas, les Buccaneers se sont qualifiés, sont champions de division, et vous savez quoi ? Ils n'avaient même pas besoin de gagner. C'est ça qui est fou. Parce qu'en fait, les Falcons, ils ont perdu. Bon, alors ça aurait quand même été la super blague de la semaine, c'est si les Buccaneers et les Falcons avaient perdu tous les deux, offrant le titre aux Buccaneers. Ça aurait été absolument dingue. Mais c'est tellement Falcons, n'est-ce pas, mon Yaya ? Bah, c'est totalement Falcons. 44 points contre les Panthers. Pris. Ouais, alors plutôt que de parler des... c'est pour ça que je parle des Panthers. Ouais, je pense que il y a cette fin de saison, depuis le match à Munich, il y a eu... Alors même, je serais tenté de te dire juste avant, parce qu'ils avaient battu les Saints juste avant. Ouais, tout à fait. Cet enchaînement Saints-Giants qu'ils ont battu tous les deux, ça leur a donné confiance. Ouais, ça leur a donné confiance et ça a donné un certain rythme à cette équipe. Et je pense qu'il y a une base de travail qui est plutôt cool pour les années futures. Et je pense que ça va devenir une équipe qui va peut-être pas falloir prendre tant que ça à la rigolade. Alors l'année prochaine, ce sera peut-être encore un peu court pour aller chercher un titre de division, mais aller batailler un petit peu plus, aller tourner vers l'équilibre. Moi, ça me surprendrait guère. Et après, du côté des Falcons, tellement Falcons, quoi. En fait, tu vois, j'en avais parlé je crois que c'est la semaine dernière, ils sont en train de gâcher les carrières de certains joueurs, quoi. Seb, il dit non. Il dit non. Pourquoi non, mon Seb ? Non. Tellement Falcons, moi, je veux bien. Mais vous avez regardé la perf de Michael Penix ? Oui. Je sais pas. On l'a vu. Il y a de l'avenir là-dedans. Hein. Il y a de l'avenir là-dedans. 21 sur 38, 312 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Ok, c'est pas parfait. Certes, la défaite est au bout, mais il prend une équipe dans des conditions qui sont compliquées. Alors, on pourra toujours dégloser et se dire il aurait fallu peut-être le titulariser plus tôt, ou même dire l'inverse, peut-être qu'avec Kirk Cousins ce serait passé. En attendant, toujours est-il que le jeune homme, il s'est employé, il a montré la force de son bras, il a réalisé des lancers compliqués, et avec des gens comme Kyle Pitts, Drake London et Bijan Robinson, je vois pas là, avec cet ensemble bien coaché, comment tu gâches la carrière de quoi que ce soit. Leur ligne, elle est ce qu'elle est, mais ça fait le boulot. Là aussi, Atlanta,
il y a une belle base de travail sur ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs avec Michael Penix. Ah oui, non, mais moi ce que je te dis, c'est que pour l'instant, ça fait 3 saisons que Drake London est là. Bijan. Me dis pas que tu regrettes qu'il se gâche la carrière de Kirk Cousins, non, pas toi, tu vas pas me faire ça. Non, mais si tu veux, non, ce que je veux te dire, c'est que ça fait 4 saisons qui doivent faire plus que ce qu'ils ne font actuellement. Mais je te parle pas que de la. Enfin, c'est tout un environnement, c'est une franchise qui est en train de, tu vois, ils méritent beaucoup mieux que le classement qu'ils ont. Ils doivent jouer la tête. Là, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis qu'ils gâchent les carrières. Parce que moi, je pense que, tu vois, il y a un truc qui marche pas, où l'alchimie ne marche pas, alors qu'ils ont Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson. Attends, tu peux me rappeler la saison précédente, tu peux me rappeler qui c'était le quarterback? C'était Desmond Ridder. Ouais. Voilà, merci. Moi, je m'en souviens, je joue 2 fois par an. Ouais, voilà. en matière d'alchimie, Desmond Ridder, voilà, et c'était sa première année de titulaire. Il avait sa première saison complète titulaire. Il avait déjà été titularisé une partie de la saison précédente. Il était coaché par Arthur Smith. Il était coaché par Arthur Smith, et on s'est dit, bon, il n'y a rien de fou, mais il n'y a rien d'alarmant. Et au final, on s'est rendu compte que ben non, il n'y avait rien de fou, quoi. Et il y avait peut-être plus de choses alarmantes. Voilà, donc on fait venir le quarterback gentil. Bon, sauf que le quarterback gentil, il est sur une patte. Étonnamment, quand on a 35 ans et qu'on se fait opérer d'une rupture du tendon d'Achille, ben, on ne récupère pas des masses. Et il se tourne vers tout de même le jeune joueur qu'ils ont drafté tout de même au moment de l'intersaison, alors qu'ils font venir le QB gentil. Après, là, moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est peut-être arrivé un petit peu trop tard, mais une fois de plus, c'est facile de le dire. On m'enlèvera pas de l'esprit que le timing était pas bon pour Michael Penix. En fait, soit fallait le faire plus tôt, soit fallait pas le faire, mais enfin, fallait pas le faire là. Tu balances pas un gamin qui est là, je suis d'accord avec toi, qui a des capacités, c'est indéniable. Quand on voit 2-3 passes, notamment des passes longues qui ont été faites hier, ou même la passe sur Drake London qui donne le touchdown en bord de end zone, alors que juste avant le jeu précédent, Drake London ne réceptionne pas le ballon pour 3 orteils dans la end zone, il repart quasiment sur un lancer similaire juste après. Franchement, Michael Penix, il y a du talent, il y a pas à dire, et on comprend pourquoi il a été choisi au premier tour par les Falcons, alors que beaucoup se sont moqués d'eux à ce moment-là. N'empêche que le lancer dans le grand bain avant un match contre je ne sais plus qui, puis derrière les Commanders et les Panthers qui font qui vont faire la décision pour cette saison et pour laquelle ils font playoff. Soit fallait lui donner le match face aux Raiders, lui donner 1 ou 2 matchs entre guillemets accessibles avant pour qu'il se rôde, soit fallait pas le faire du tout. Mais je pense que le timing pour le coup a pas été terrible. Et surtout 3 matchs quoi. 3 matchs. Tu vas tirer quoi de 3 matchs de saison rookie parce qu'au final c'est ça. Et on va le juger sur 3 matchs. C'est dur parce que effectivement les adversaires sont pas non plus hyper faciles et puis oui il est pétri de talent, ça se voit. Et moi, plus que ça, je trouve qu'il a une mobilité incroyable. Il est hyper mobile, il arrive à rester dans sa poche, à bouger. C'est un bel avenir en tout cas. Et moi, ce qui m'inquiète plus que Michael Penix et que Drake London et que Kyle Pitts et que tout ça, là, c'est sur ce match-là, c'est la défense des Falcons. La défense, ils ont été en réaction sans arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils marquaient et que les Panthers marquaient, ils couraient derrière le score, ils arrivaient à revenir. Ensuite, ils remarquaient, et la seule fois où ils ont commencé à prendre le match, on s'est dit, bah, ça tourne pour eux. C'était à la fin de la première mi-temps et début de la deuxième. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un fumble, il y a un ballon perdu, il y a des mauvaises décisions. Et du coup, ça renverse le momentum et les Panthers repassent devant et ils recommencent à courir derrière le score. Et ils ont fait que ça quasiment tout le match, courir derrière le score. Enfin, je suis désolé, prendre 44 points quand tu es en position d'aller en play-off et que tu joues contre les Panthers, sans manquer de respect aux Panthers, parce qu'ils sont quand même 3e de cette division NFC Sud à la fin, faut-il le rappeler. Ils ne sont pas derniers de la division. Ça reste... Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu comme les Colts la semaine dernière, hein. C'est des performances difficilement explicables. Tu peux pas prendre 40 points par une équipe qui a plus rien à jouer. C'est pas possible. 425 yards de production offensive de la part des Panthers. Ils ont pas leur running back 1, ils mettent plus de 150 yards au sol.
Quand même un gros problème là. Mais c'est un peu l'image des Falcons. Hein. Quand l'attaque a marché, c'est la défense qui marchait plus. Quand la défense marchait, c'est l'attaque qui marchait plus. Ça a été comme ça à peu près toute la saison. Quand vous regardez les derniers matchs de Kirk Cousins où on le stigmatise, c'est le moment où la défense marche bien, où ils vont perdre 12-10 ou des choses comme ça. Mais par contre, dès que Kirk Cousins marchait bien, c'était la défense qui paniquait. Donc ça a été un peu comme ça toute la saison pour Atlanta. Bref. Les Buccaneers sont champions de division NFC Sud pour la 4e fois de suite. On a beaucoup parlé de Penix, effectivement. On va parler de Bryce Young aussi. Bryce Young, ouais, moi je voulais en parler aussi parce que hier, c'est dur de dire ça parce qu'une défaite encourageante, ça n'existe pas vraiment, mais en tout cas, on a vu quand même des belles choses du côté des Falcons. Mais alors, du côté des Panthers, la victoire est plus qu'encourageante parce que là, moi j'ai trouvé qu'il commence à y avoir de l'alchimie. Bryce Young commence à prendre de bonnes décisions. Il commence à vraiment être mis un peu plus en sécurité. La ligne commence à prendre un peu plus le dessus. Alors certes, il y a encore beaucoup de points encaissés, mais la production offensive est quand même très belle. 25 sur 34, 3 TD, 0 intersection, 251 yards. Ça reste une très très belle ligne de stats. Des receveurs qui ont peu ou pas dropper de ballon, donc ça c'est très intéressant. Je vais faire le parallèle avec les Falcons par exemple, avec Drake London qui lui il drop pas 8 ballons, mais en tout cas il est targeté 18 fois et il n'y a que 10 réceptions. C'est un ratio quand même relativement faible, il faut bien le reconnaître. Derrière, moi je trouve que les Panthers ont vraiment su gérer un peu mieux leur fin de saison. Le développement de Bryce Young est très intéressant à voir. Je trouve que le passage d'Andy Dalton lui a beaucoup apporté, ça l'a déchargé beaucoup en responsabilité, parce qu'en fait, Andy Dalton est arrivé, il a gagné, puis derrière il a perdu, et la blessure d'Andy Dalton est arrivée pile poil au bon moment pour que lui reprenne les rênes et continue à se développer. Donc vraiment très bien là-dessus. Il est bien épaulé. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire à l'intersaison. Malheureusement pour ça, je pense que c'est encore une franchise qui aura du mal à recruter en free agents parce que les gens n'ont pas envie d'aller jouer à Carolina. C'est pas une franchise qui fait rêver et puis c'est pas une franchise qui va viser le titre, voire même les playoffs dès l'année prochaine. Donc, et puis petit marché, hein. Voilà, petit marché. Parce qu'en fait, il y a des franchises où même si tu gagnes, je sais pas moi, enfin. C'est doublé en revenus pub et tout ça. Hein. Dallas, New York, tout ça. Voilà. Exactement. En tout cas, les Buccaneers sont encore une fois champions de division. 4e. Tu les aimes, hein, tes Bucks. Mais enfin, ils nous font le coup tous les ans et personne n'a trouvé l'antidote encore. Ça fait quand même 3 ans de suite. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont champions, mais il y a 4 ans, on s'attendait à peu près à ce qu'ils soient champions parce qu'il y avait encore Tom Brady. Mais ça fait 4 ans de suite. Qui sont champions et 3 ans de suite qu'on dit les Buccaneers, ils ont été champions l'an dernier, d'accord, mais quand même ils sont pas favoris. Alors il y a 2 ans c'était les Saints qui étaient favoris, cette année c'était les Falcons. On disait voilà, ça c'est sympa les Buccaneers, ça finira pas loin de la moyenne, mais ça ira pas plus loin. Le fait est que ça finit pas loin de la moyenne, mais c'est champion de division. Oui, mais bon, ça c'est la division NFC Sud, si chère au cœur de notre ami Seb. On sait pétaudière préférée. Dites la pétaudière, hein. Cette fameuse division. Ça marche aussi. Maintenant, c'est tout le Sud qui est gangréné. C'est comme ça. C'est ainsi. Bon, on dirait le Sud. Les amis, nous en sommes donc à 38 minutes et 25 secondes d'émission. Le temps pour nous d'entrer, d'allumer vos phares et d'entrer dans le tunnel Broncos. Moi aussi, allez, je me barre. Un peu de vaisselle à faire. J'ai jusqu'à quelle heure, les gars? Donc, normalement, va s'en suivre à peu près 1 heure. Hein, vous écoutez. Pendant 1 heure, vous allez entendre parler de Bonix. Voilà, Yaya est parti. Tout le monde est vraiment parti en plus. Restez avec nous. Hein, il va en parler très bien, mais ça va être passionnant. Si vous entendez ronfler, c'est que nous sommes toujours à l'antenne. Mon cher Vince, donc les Broncos de Denver, qui se sont imposés largement et qui valident leur qualification pour les playoffs. Oui, et je vais vous surprendre, mais je vais être un petit peu timoré dans l'exagération, on va dire. Je ne vais pas non plus me mettre tout nu, comme je l'ai promis. Déjà parce que le match hier ne
ne m'a pas vraiment emballé, il faut le dire. C'est plus que la qualification. Alors, les Broncos sont qualifiés, c'est une chose, effectivement, c'est quand même très bien pour le développement de ces jeunes joueurs, de cette jeune équipe. On a senti qu'il y avait quelque chose qui allait se développer au fur et à mesure de l'année. Et cette alchimie a pris. Alors, on a eu très, très, très peur, effectivement, parce que les 3 derniers matchs ont été très compliqués. Le match des Colts, limite, on devait le perdre. Sans cette bourde du running back des Colts, je me souviens plus, vous allez m'aider, le nom des Taylor, il s'appelle. Voilà, Taylor, qui drop Taylor le ballon is juste rich. avant la end zone. Sans ça, il y avait 2 touchdowns d'avance pour les Colts, ça aurait été un match autrement plus compliqué. Donc, on s'en sort très très bien. Maintenant, il faut le dire, il faut revenir sur le match d'hier. Le match d'hier a été une démonstration offensive de la part des Broncos, parce que clairement, ils ont été très bons, ils ont su gagner un match qu'il fallait gagner. Maintenant, les Chiefs ont été indigents, horribles. Ça a été une bouillie de football. Enfin, je ne comprends même pas comment on peut se regarder dans la glace. Alors, je ne parle pas forcément du coaching staff, parce que le coaching staff décide de ne pas mettre les titulaires, c'est une chose, mais que les remplaçants offrent une telle prestation. Quand tu es remplaçant en NFL, ton but, c'est de prouver que tu as la place d'avoir des rotations, d'avoir des minutes pour faire des rotations. Les mecs ne se sont pas bougés du tout un orteil. Ça n'a pas marché. Rien n'a marché, rien n'a fonctionné. Ok, Denver a été bon, mais ne me dites pas que les Chiefs n'ont pas la possibilité d'aller marquer au moins un TD hier pour au moins faire semblant et montrer qu'il y a une équipe. Ça a été une bouillie. Même moi, à la fin, j'étais déçu du match. Ça ne me plaît pas. Une rivalité contre les Chiefs comme ça, ce n'est pas normal. Donc, oui, satisfait de la victoire. Par contre, le match hier, c'est clairement une ignominie. C'est pas normal. Alors moi, je suis plutôt content parce que quand on y pense, au moins, les Saints ne seront pas les seuls à avoir fini à 0 points dans la saison. Oui. D'ailleurs, pas avoir fini un match à 0. D'ailleurs, le saviez-vous quand est-ce que c'était la dernière fois que les Chiefs ont perdu un match en match à 0 points? J'ai voulu chercher et j'ai eu la flemme dans la journée. Enfin, il y a eu trop de choses je verrais plutôt, donc j'ai eu trop de boulot. Alors, à votre avis? 1998. Ah, c'est plus récent. Je tentais une date. Hein. C'est plus ou c'est moins, on va jouer au juste prix. 2010. C'est pas loin, Yaya. 2012 contre les Raiders, ce fameux 16 décembre. Oui, ils étaient encore en déjà vacances. contre un rival de division, ils étaient déjà certainement en vacances. C'était Alex Smith, le quarterback, déjà? Je pense en 2012. 2012, je pense. Très bien. Est-ce que, Seb, les Chiefs ont offert un cadeau aux Broncos ou est-ce que tout le mérite en revient aux Broncos? On peut se poser la question de ce que j'ai vu de la rencontre. J'ai vraiment eu l'impression. Si tu as vu le premier drive, tu as tout vu. Oui, voilà. C'était un peu non, il y a le touchdown, là, le 3e touchdown à voir. Ah, il est beau. J'ai franchement eu l'impression que Denver affrontait l'équipe B, voire l'équipe C, voire le centre de formation des Chiefs de Kansas City. J'ai vraiment du mal, moi aussi, à saisir le pourquoi du comment de tout ça. Alors, ça permet certes à Denver d'effacer 8 ans son playoff. C'est la plus longue série pour un club après qu'ils aient gagné le Super Bowl. Hein. Faut pas oublier que leur dernière apparition en playoff coïncide avec le dernier match de la carrière de Peyton Manning. Le frère du GOAT. Frère du GOAT, enfin GOAT plutôt lui-même, c'est l'autre, le frère du GOAT. Knicks, effectivement, fait une très belle performance, 26 sur 29, 321 yards, 4 touchdowns, mais la messe était dite à la mi-temps, soyons très clairs. Très en maîtrise, en particulier en première mi-temps pour Bonix, il fait un 18 sur 19. Et puis, donc, côté Kansas City, beaucoup de titulaires mis au repos en défense par Steve Spagnuolo. Et puis, idem en attaque, un Carson Wentz qui n'a pas pu faire grand-chose.
Il finit avec un 10 sur 17 pour 98 yards et 4 sacs encaissés. Le jeu au sol qui fait une faillite, mais totale, avec 27 yards générés. Alors moi, il y a que 71 à la passe aussi. Hein, donc, il y a que 71 au total à la passe. Bref, c'est la catastrophe. Moi, j'ai du mal à savoir si Kansas City a bazardé le match parce que pour eux, il n'y avait pas d'enjeu et que quelle que soit l'équipe qui chope le dernier spot en AFC, ils s'en battent les reins, ou s'ils l'ont fait volontairement pour embêter leur petit voisin de division de Cincinnati, ce qui ne manquerait pas de sel, mais ce serait pas très éthiquement recommandable. C'est Denver qui est de division Cincinnati. C'est leur adversaire de conférence. C'est leur adversaire de conférence plutôt et leurs meilleurs ennemis en playoff. Leurs meilleurs ennemis, leurs bêtes noires lors des moments cruciaux. Et autant pour moi. C'est Cincinnati la seule équipe à avoir battu Mahomes en playoff. Oui, précisément. C'est peut-être précisément pour ça qu'ils n'ont pas voulu qu'ils reviennent. Et d'ailleurs, ce qui est quelque part, ce qui serait amusant, ce serait que les Broncos retombent sur les Chiefs pendant les playoffs et qu'ils aillent les battre. Ça, ce serait drôle. Alors bon. Alors ça voudrait dire autant je suis d'accord qu'on me dise que je fasse un tunnel Broncos, autant je vais quand même dire que le dimanche soir, pour moi, c'est plié. Les Broncos ne seront plus en playoff à partir de dimanche 22h. Donc, ça ferait battre les Bills et derrière aller chercher les Chiefs. Bon, ça ferait un sacré upset, ça c'est sûr. Bah là, oui. Un double upset qui serait pas à piquer des hannetons. Un avis, moi, Yaya, sur ce Broncos Chiefs? Non, tout a été dit. Match de kermesse. Match de kermesse, c'est à peu près ça. Après c'est un match qu'il fallait gagner pour la part des Broncos quand même. Hein, et ils l'ont pris vraiment par leur très bon bout. Bonix et l'attaque ont été vraiment dominants dès le départ. Par contre, Seb, je reviens là-dessus, mais tu as été joueur toi aussi. Tu sais très bien que quand tu es remplaçant et qu'on t'offre la possibilité de t'exprimer sur un terrain et d'avoir des répétitions, proposer une telle prestation, ce n'est pas normal. Oui, c'est pour ça que je te dis que le match m'a paru vraiment étrange. Voilà, je n'ai pas d'autres termes. Vince, j'apprécie assez peu le ton dédaigneux que tu as pris pour dire toi, Seb, qui a été aussi joueur, alors que ici, jusqu'à preuve du contraire, et tu me diras si je me trompe, on a tous été joueurs. Hein. Donc bon, certes, j'ai été joueur de Bill Bokeh, mais j'ai joué. Donc, excuse-moi, mais bon, voilà. Yaya aussi. Mais Yaya, il a joué avec les femmes. Est un joueur émérite d'Aquaponie. Donc. Alors, j'ai joué une fois au flag avec Seb pour un anniversaire de Seb. Voilà. T'as été déguisé ou pas? Oh la vache, ça ne rajeunit pas ça. Exact. Et oui. Bien. Et je jouais centre. Il fait le centre de la cible, lui. C'est ça le truc quand il joue aux fléchettes. Bon, les amis. Alors, c'est pas parce que tu as un look de joueur de fléchettes, mon cher Flav, que. Bon. Et pour finir juste sur le match, on ne m'enlèvera pas l'idée que Bonix MVP de la saison régulière. Voilà. Allez, c'est bon. Eh ben, on en reparlera. Et voilà, tout à fait. Nous en parlerons jeudi, puisque jeudi, nous allons faire les awards de la fin de saison, puisque c'est la fin de saison régulière. Vous savez que tout est décidé sur la saison régulière. Donc, nous remettrons les awards. Ce sera à partir de jeudi, discussion pour savoir qui sera MVP, qui sera rookie offensif, rookie défensif, joueur offensif, joueur défensif, coach de l'année. Et petit spoiler alerte, il n'y aura pas de Giants présent dans cette discussion, ni de coach de l'année, ni de rien de tout ça. D'ailleurs, à la rigueur, rookie offensif. Mais ouais, rookie offensif. C'est à peu près la seule chose qui leur reste. Les élections au Hall of Fame cette année, ce sera tout ce qu'ils auront, ces pauvres Giants. Mais on les aime bien quand même. Et non, Yaya n'est pas en dépression. Pour répondre à un commentaire de notre ami Mathieu sur Facebook, Yaya va bien, il est content, la saison est finie. donc au moins, il est ravi. Est-ce qu'on parle un tout petit peu de Miami et de Cincinnati qui ont raté les playoffs? Bon, Miami est passé à côté de son dernier match, sans Tua Tagovailoa. Cincinnati, ils ont fait un run en fin de saison, comme d'habitude, j'ai envie de dire. La question, c'est est-ce qu'ils ont lancé leur saison?
Ah non, t'as osé me la faire à ce moment-là. C'est une honte. Week 18. C'est une honte d'oser me faire le coup des Bengals qui ont lancé leur saison en Week 18. Oui, donc de toute façon, bon, nos amis de Cincinnati, ils n'étaient pas totalement maîtres de leur destin. Hein. Ils n'étaient même plus du tout. Ils étaient quand même bien dépendants du sort des Dolphins et des Dolphins et des Broncos. Excusez-moi, je vais y arriver. Comme d'habitude, enfin, c'est un peu à l'image de la saison, même si la défense, c'est quand même mieux montré à la hauteur sur ce match que sur les précédents, mais on a quand même une attaque qui est 6e NFL et une défense qui est 27e, malgré quelques individualités. Trey Hendrickson qui finit à 17,5 sacs. C'est malheureux de se dire que cette performance ne lui suffira pas pour être Defensive Player of the Year, quoique. Mais au vu de la prestation de son club. Et sur ce match, l'attaque, elle a commencé très très fort, mais elle va ralentir significativement après sa première possession, parce que les suivantes, ça va faire des sacs, ça va faire un fumble, ça va faire un turnover on down, ça va être une interception. Et ils devront, Cincinnati, se contenter de 4 field goals pour rester à la hauteur de Pittsburgh. C'est la défense qui va vraiment tenir ce match et limiter les Steelers à 193 yards. Et moi, je suis d'avis qu'on en a peut-être plus appris sur les Steelers que sur les Bengals sur ce match, parce que les Steelers, ils ont quand même fait preuve de lacunes offensives qui sont inquiétantes pour eux à la veille de ces playoffs. Playoffs qui joueront d'ailleurs contre les Ravens de Baltimore. Ce sera un duel d'AFC Nord pour ce match-là. Les Ravens de Baltimore, donc l'occasion là de rappeler qu'ils ils sont devenus champions de division ce samedi après une victoire face aux Browns de Cleveland 35-10. Je sais même pas si les Browns ont pas vraiment joué le jeu ou ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Je crois juste que là, c'était l'effectif qui était beaucoup trop limité pour résister à Baltimore. Baltimore qui est sur une vraie dynamique positive pour le coup, parce que sur leur dernier match, c'est quand même assez impressionnant. Ils arrivent en forme dans ces playoffs, mais on sait que souvent ces dernières saisons, et notamment avec Lamar Jackson, les playoffs, ça n'a pas toujours été une franche réussite. Bon. Là, ils ont Derrick Henry en plus, qui a marqué son petit doublé pour son anniversaire. C'était son anniversaire samedi au King Henry. Un petit doublé d'anniversaire. Bon, un match sans histoire pour les Ravens qui ont fait ce qu'on attendait d'eux. Bah voilà. Voilà. Non, mais c'est attention aux Ravens en playoff, on va voir. Ah oui, toujours. Est-ce que maintenant que King Henry est là, il va apporter quelque chose à cette équipe ce qui manquait les autres années? On va voir. J'attends. Je suis très curieux de voir ce que vont faire les Ravens. Et ça nous permet de saluer toute la clique de fans des Ravens que l'on connaît avec Kachou en tête. Voilà. Oui, les Ravens qui c'est vrai, vont pouvoir mettre leur armada de course un peu à disposition des playoffs, sous le feu des projecteurs, et j'attends vraiment de voir ce que Derrick Henry va pouvoir leur apporter là-dedans. Mais oui, ils sont toujours redoutables de toute façon et redoutés. Donc je pense que ça va être un gros outsider. Et pour revenir sur les Bengals, effectivement, ils payent leur début de saison depuis 2-3 ans, c'est toujours pareil. Donc c'est dommage de leur part. Même la saison où ils vont au Super Bowl, ils commencent mal. Mais c'est triste pour eux, mais je sais pas, il faut faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Alors là, je sais que tu vas certainement en parler, mais le coach défensif, coordinateur défensif qui est remercié. Alors, tu peux en parler parce que là, juste après, on va faire un petit point sur les entraîneurs principaux qui ont été renvoyés. On va pas faire tous les coordinateurs parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont tombés. Parce que là, les Bengals, quand même, cette année, en défense, ça a été catastrophique. Il faut le dire. Je ne dirais que ça parce que j'ai pas envie de mettre. C'était mieux sur la fin de saison. Ouais, mais là, c'était compliqué.
Il y a eu du mieux sur la fin de saison. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a du talent en plus dans cette défense. C'est pas une défense dénuée de talent. T'as parlé de Trey Hendrickson, Seb, c'est quand même... voilà, il y a quand même des joueurs aussi qui ont de la qualité dans les squads défensives. Et effectivement, Lou Anarumo, après 6 ans passés comme coordinateur défensif des Bengals, a été renvoyé. Alors, Zach Taylor, il y avait une discussion sur savoir s'il fallait conserver Zach Taylor comme head coach. Il y a fort à parier. Quand il y a un coordinateur qui est viré, généralement, c'est qu'il sert de fusible en attendant le head coach. Donc, on n'a pas eu de confirmation formelle comme quoi Zach Taylor était confirmé à l'heure où on enregistre. Mais généralement, bon. Je doute qu'il soit viré, Zach Taylor, parce qu'il a encore une année de contrat, si ma mémoire est bonne. Et Cincinnati, c'est vraiment pas dans les usages de leur front office de payer quelqu'un qui ne travaille pas pour eux. Je crois que j'en avais déjà parlé plus tôt dans la saison dans ce podcast. Donc, Taylor, il a encore une saison pour redresser la barre, disons, pour mettre les Bengals à la place à laquelle on les attend depuis quelques années maintenant, et qui devrait être la leur, et qu'il ne parvient pas à maintenir. Mais je doute fort, après on connaît mon talent de pronostiqueur, mais je doute fort qu'il fasse partie de la charrette à venir, charrette qui a commencé d'ailleurs à se garnir. S'il en faisait partie, je pense que ça aurait été annoncé en même temps que le renvoi de Lou Anarumo. Donc il n'y a pas de raison que Zach Taylor soit... Alors après, ça se trouve on enregistre ce podcast, ça va tomber dans 1 heure, mais il n'y a pas de raison visiblement que ça arrive. Parmi les entraîneurs renvoyés dans ce Black Monday, Jerod Mayo a été le premier. Alors, c'était même le dimanche, lui, pour les Patriots avant même le match. d'Angleterre. Sans doute avant même le match, oui. Bon, là où l'officialisation a eu lieu après les Patriots qui ont battu les Bills, qui ne seront donc pas premiers choix de draft puisque ce sera les Titans du Tennessee. C'est d'ailleurs la première fois que les Titans du Tennessee seront premiers choix de draft parce que les 2 dernières fois où c'était arrivé, c'était encore les Oilers. Et, voilà. Sous le nom appellation Titans du Tennessee, ce sera la première fois. Et ironie de l'histoire. Ils étaient à Houston. Oui, et ironie de l'histoire, hier, ils portaient les maillots en hommage aux Oilers. Voilà. Quelle indignité. Ça, c'est Houston en plus. Quelle indignité. Ouais, alors ça, tu vois, ça fait partie des trucs. C'est dur à vivre quand t'habites à Houston, que tu vois que c'est les Oilers, que t'as soutenu les Oilers et que maintenant c'est à Nashville, quoi. Oui. Bref, tout ça pour dire que Jerod Mayo est renvoyé. Décision logique. C'est dur. Moi, je pensais qu'il allait faire une saison de plus parce qu'il a quand même assez bien fonctionné. Il y a des joueurs qui se plaignaient apparemment dans le vestiaire, d'après les indiscrétions que j'ai eues de fans de Patriots dont je ne citerai pas. Il y avait des joueurs qui se plaignaient de certaines méthodes. Alors moi, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il y a un coach qui est disponible et qui passe des entretiens un peu partout depuis quelques semaines. Mike Vrabel, et qu'ils veulent Mike Vrabel, c'est tout. Il va disputer le Mike Vrabel. C'est bizarre parce que Bill Belichick, il est plus disponible, donc il aurait été bien aux Patriots, non? Je sais pas. Non, ça c'est les Jaguars, ça qui ont dégoûté parce que il y a même des rumeurs qui disent qu'ils vont racheter son contrat à UNC pour le faire venir aux Jaguars. On verra ça dans le grand carrousel des coachs. Bon, Jerod Mayo qui finit. Alors, il y a pas rien chez les Patriots, parce qu'on a quand même plutôt une satisfaction avec Drake May au poste de quarterback. Il manque quelques armes à disposition, mais il part pas de nulle part. Avec un coach un peu expérimenté, ça pourrait peut-être donner quelque chose de plutôt sympa, non? Enfin, un coach constructeur. Oui, et puis il faut falloir lui laisser du temps parce qu'il y a. D'accord, il y a un potentiel, mais ça manque un peu de ligne offensive, ça manque un peu de receveur. En défense, ça manque un peu de front seven. Il y a quand même pas mal de trous dans cet effectif et qui ne se combleront pas en une intersaison. Non, clairement, mais ils ont un peu de marge, me semble-t-il. Ouais, mais c'est toujours pareil. T'as du cap, ok, mais donc pour faire venir des gens, mais il faut avoir envie d'y aller aussi là-bas. Voilà. Alors, il y a un peu plus de, le marché est un peu plus gros quand même. Oui. Que par exemple Charlotte, mais bon, là, tu vas pas là-bas pour gagner, quoi. En tout cas, pas tout de suite. Deuxième entraîneur renvoyé, et on en parlait, c'est Doug Peterson. Alors ça, c'est une surprise, je pense, pour absolument
personne. C'est voilà. C'est du gâchis. Oui, comme Christophe. Mais c'est voilà. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire sur Doug Peterson parce que en fait, on s'attendait tellement à ce qu'il soit renvoyé pendant la saison. Que c'est presque surprenant qu'il ait tenu jusque là quoi. C'était quand même mon favori c'était quand même mon favori pour se faire virer en courte saison et puis bon Robert Saleh a fait beaucoup plus fort que lui mais oui en effet quel gâchis 22 victoires 29 défaites en 3 saisons et puis là il part en laissant Super Bowl rappelons-le. Il part en laissant derrière lui une des pires défenses de la ligue, 31e, une des pires attaques de la ligue, 25e en matière de yards. Après, il y a quand même... T'as du talent. Alors voilà, il y a du talent. Trevor Lawrence, il est là jusqu'en 2030. Brian Thomas Jr., qui a fait une formidable saison rookie. En défense, tu as le defensive end de Josh Hines-Allen, et puis tu as aussi Travon Walker, Tyson Campbell en cornerback. Il y a de quoi construire. Après, ils vont avoir un problème, c'est le cap, parce qu'ils ont à peine 40 millions. Et puis, ils ont signé des gros contrats à des gens comme Harry Kempstead et Gabe Davis qui performent pas à la hauteur de ce qui était attendu. Et puis, ils conservent Trent Baalke, le general manager, et il va falloir voir comment ça peut s'articuler en matière de travail avec le futur head coach, puisque Sadiq Khan a choisi de ne pas virer tout le monde. Dans les entraîneurs qui restent, en revanche, Brian Daboll chez les Giants et Joe Shane, le general manager, sont reconduits tous les deux sont laissés en poste pour la saison 2025. Mike McDaniel aussi chez les Dolphins a déjà eu son statement comme quoi il serait reconduit, et Shane Steichen pour les Colts également. Pas de surprise là non plus. C'est pas des noms que vous attendiez à voir partir. Daboll était dans la discussion, on va dire. Dans la discussion et même depuis le début de saison. Je pense que ce qui a joué pour lui, c'est son duo avec Joe Shane, clairement, et le fait que la possibilité d'essayer de monter un quarterback aussi, de développer un quarterback, parce qu'il a réussi avec Josh Allen. Oui, et sur ce même duo d'ailleurs avec Josh Allen. Exactement. Il était assistant à l'époque, Joe Shane. Je pense que c'est ça qui est demandé. Un peu de stabilité à New York, même s'il y a de la défaite, c'est un peu de stabilité, ça fait pas de mal. On va voir. Est-ce qu'il y aura la patience du côté des fans? Je suis pas sûr, mais voilà. En fait, ça va dépendre de est-ce qu'ils vont être capables de trouver quelqu'un à la draft. Un quarterback à la draft, alors peut-être pas tout de suite opérationnel, mais sur plusieurs saisons. C'est ça qui va être la question. Sachant qu'en étant numéro 3 et qu'il y aurait 2 quarterbacks visiblement, peut-être un 3e, celui d'Alabama ou celui d'Ole Miss. Bon, on va voir. Ce qui va se passer. Je pense que même si je pense que c'est pas le quarterback, encore une fois, c'est pas le quarterback qui est la solution à tout. Il y a des trous partout. Je crois que on se rend pas compte de la situation qu'a eu Joe Shane en arrivant. Il a eu des contrats ultra toxiques. Il en a fait un aussi. Voilà. Ah bon? La vraie question. Raconte-nous ça, dis donc, Yana. J'étais pas au courant de cette histoire. Castor, raconte-nous une histoire. La vraie question étant de savoir, évidemment, si Tim Boyle sera conservé. Bien sûr. C'est bien sûr le suspense qui nous tiraille. En tout cas, on envoie Charles Todin à son camp quarterback receveur.
Voilà, tout à fait. C'est bon, on est sûr qu'il trouvera un poste. Hein. Il est tellement talentueux, ce jeune homme. Nous n'en doutons absolument pas. Alors, on n'a pas d'autres. Remplacement d'un Trent Rodgers, ça peut être parfait, je trouve. On n'a pas d'autres infos pour l'instant à l'heure où on enregistre sur les entraîneurs. Il y a quand même un cas particulier, c'est celui de Mike McCarthy, l'entraîneur des Cowboys, puisque les Bears ont sollicité un entretien avec Mike McCarthy, comme ça peut se faire. Hein. McCarthy qui est en fin de contrat avec les Cowboys là à la fin de la saison, donc il serait pas renvoyé, il serait laissé libre. Et pour l'instant, ils n'ont pas répondu, les Cowboys, à l'heure où on enregistre, sur est-ce qu'ils laissent ou pas les Bears parler à leur coach. Est-ce que pour vous, c'est souhaitable un changement de coach du côté de Dallas? Dieu sait ce qui se passe dans la tête de Jerry Jones. Moi, ça fait longtemps que j'ai renoncé à essayer de comprendre. Je ne suis pas sûr que lui-même sache ce qui se passe. Des femmes en bikini, je pense. Voilà. Un changement de coach à Dallas. Oui, mais une fois de plus, pour amener quoi? C'est toujours ça la question que je me pose depuis plusieurs années avec les Cowboys. Quel est le projet? Si tu veux changer de coach, c'est pour qu'il amène quoi? Et quel est ton plan? Ouais, ça sonne très macroniste, je sais, mais non, mais le projet, c'est que ce soit la franchise de Jerry Jones, c'est tout pour moi. Il devrait être head coach aussi, d'ailleurs. Jerry Jones veut tout gérer, veut être l'image de la franchise, c'est tout. Moi, c'est l'impression que j'en ai, et c'est ça qui est triste, quoi. C'est là où je vois pas beaucoup de futur dans ces Cowboys tant qu'il est là. Au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page. Soit tu sais déléguer, soit tu donnes tout, quoi. Parce que là, et tu sais que même si tu gagnes à l'euro million, Vince, tu peux même pas racheter les Cowboys. Hein. Je sais bien, oula. Oh, et puis c'était pas son intention. Non. Oh là là. D'ailleurs, vous avez vu cette scène absolument délicieuse où notre ami kicker Brandon Aubrey a fracassé la tête d'une cheerleader pendant un punt, parce qu'il a punté, je crois. Ouais. Il a punté directement en touche. Sur un kick-off, oui, sur un kick-off loupé. Voilà. Bon, oui, ça arrive. On note quand même que c'est le quarterback remplaçant je crois que c'est Mariota, des Commanders qui va s'enquérir de la santé de la demoiselle, alors que toutes ses copines s'en fichent complètement. Hein. Visiblement, elle n'était pas appréciée dans le vestiaire des cheerleaders des Cowboys. Sur un banc de touche normalement constitué, ça, quand ça arrive, t'as toujours une dizaine de personnes pour crier balle, mais bon, visiblement pas là. Quoi. Oui, mais c'est le temps qu'elles comprennent. Le plus drôle, c'est qu'au ralenti, tu vois que le mec qui tient la caméra dévie légèrement le ballon. Il essaie de l'attraper justement, il y parvient pas. Donc, et en fait, il la dévie malheureusement. Bref, une scène absolument délicieuse et en même temps très triste. Pour conclure ce podcast, alors. Après, juste pour revenir sur le poste de coach des Cowboys, c'est d'une, qu'est-ce qu'on fera en changeant de coach, et de deux, il va falloir un coach qui aille se farcir aussi l'ambiance des Cowboys. Je pense que ça donne pas spécialement envie quand même, je trouve. John Gruden. Et puis il va falloir travailler avec Jerry Jones, quoi. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire t'imagines, mais tu vois, tu parles de John Gruden. Il y a un Gruden qui est, on sait, qui est un homme exquis, hein, quelqu'un de mesuré et prêt au compromis. Ah oui, avec Jerry Jones, ça va être. Non, mais soit en fait, moi, je leur donne pas 2 semaines avant qu'ils s'entretuent. Hein. Il faut soit quelqu'un qui s'efface complètement, soit quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Mais au milieu, ça peut pas marcher. Donc, je sais pas. Le coach qui était pressenti depuis des années et en poste, il attendait, c'était Sean Payton. Oui, exact. Et Sean Payton est originaire de là-bas. Il a grandi comme fan des Cowboys et le truc, c'est que il est parti. Enfin, il a un poste et il est du côté de chez Vince et il partira pas. Hein. Ouais, je pense que là, Denver ne le laissera pas partir. C'est un génie, Sean Payton. Du côté de Denver, pour dans la valse des coachs, c'est le defensive coordinateur Vance Joseph qui a été appelé par 2 franchises. Je crois que c'est les Jets et je sais plus. Alors de toute façon, on est bien d'accord, les Jets ont appelé absolument tout le monde. Tout le monde. Pas moi. J'ai dû voir à
peu près 35 tweets dans la journée sur les Jets ont demandé un rendez-vous avec, sachant qu'ils ont déjà fait des entretiens la semaine dernière avec Mike Vrabel notamment, avec Ron Rivera et avec Ryan. Donc franchement, voilà. Non, Rex Ryan, pardon, c'est mardi. Mais tout ça pour dire qu'effectivement. Oui, Rex Ryan, oui. Il le sort du saloir. Oui, lui-même, l'ancien coach des Jets. Ah ouais, non, ils sont au désespoir là. Non, mais attends, tout ça pour dire qu'effectivement, Vance Joseph, qui est quand même un très bon, il fait du bon boulot à Denver, malgré la lourde défaite à Miami l'année dernière. Flav, je te vois venir. Mais depuis, la défense des Broncos a très très bien fonctionné et ça peut être vraiment un gros coup. Si quelqu'un le recrute en head coach, et un très mauvais coup pour Denver. Dans les coordinateurs qui devraient devenir head coach, il y a Aaron Glenn de Détroit, le coordinateur défensif, et Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions, c'est quasiment certain. On pourrait avoir un retour d'Arthur Smith, qui a 2-3 franchises qui apparemment seraient intéressées par le profil du coordinateur des Steelers, et les Saints seraient intéressés par Matt Nagy des Chiefs. Alors, je sais pas pourquoi ça les intéresse, mais ça c'est une autre question, un autre débat pour un autre jour. Il y a personne qui s'est mis sur Brian Flores ? Si, j'ai vu qui ? Je crois que c'est les Bears tout à l'heure. J'ai vu. Non, mais attends, Brian Flores. Et je suis étonné qu'un gars comme Spagnuolo, il n'ait pas de demande de head coach. Non, il veut pas. Il veut pas. Okay. Non, parce que ça fait depuis sa période Giants qu'il aurait pu, quoi. Tu as des nouvelles d'Eric Bieniemy ? Il est à la fac. Oui, je sais. Mais bon, non, personne. Hein. C'était censé être le futur head coach, tout. Ça faisait pendant 2 ans, on l'a présenté comme. Ouais. Puis en fait, bon. Voilà. Bon. Ouais, mais regarde l'attaque des Chiefs depuis qu'il est parti. Même s'il gagne. Non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Bon, les amis, à partir du week-end prochain, c'est les playoffs NFL. Juste rapidement, le petit programme des wildcards. Ça commencera samedi à 22h30 avec un match entre les Texans et les Chargers. Match assez ouvert entre les deux équipes. Pas forcément évident de sortir un net favori de cette rencontre. Le dimanche à 2h du matin, les Ravens accueilleront les Steelers. À 19h, les Bills affronteront les Broncos. Et à 22h30, les Eagles accueilleront les Packers. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera les Buccaneers qui accueilleront les Commanders pour le fameux duel Mike Evans, Marshon Lattimore. Et mardi à 2h du matin, les Rams concluront face aux Vikings. Mais d'ici là, on vous reparlera de tout le dispositif mis en place sur TF1 pour les playoffs. Je peux déjà vous dire qu'on se retrouvera en live pendant le week-end pour commenter au moins une de ces rencontres-là. Et on se retrouve avant ça même jeudi pour parler des awards de cette saison 2024. Qui sera MVP, qui sera coach de l'année, bref. Tous les trophées seront remis, qui sera rookie de l'année chez TF1 aussi. C'est ça qui sera intéressant. Un duel fratricide entre Jean et Raph va être rediffusé en direct sur Twitch. Ils auront plusieurs jeux, et évidemment le perdant mourra. On a dit pour les deux, Octogone vendredi à 19h30, c'est ça ? C'est tout à fait diffusé sur Twitch. Genre avec son 1m71, il va faire mal. Et avec sa coupe de cheveux ravageuse. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés. Je te remercie Seb, merci Yaya, merci Vince d'avoir été avec moi. Et on se retrouve donc jeudi pour les awards de TF1. Portez-vous bien, salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.